Quand deux nations ferment brutalement leurs frontières, pourquoi la diplomatie continue-t-elle de s'agiter dans l'ombre? Imaginez-vous à Ouagadougou, le 28 janvier 2026. Ce jour-là, sous un soleil de plomb, l'ambassadeur des États-Unis franchit la porte austère du ministère burkinabé des Affaires étrangères. Il n'est pas là pour une visite de courtoisie, il vient discuter sécurité, coopération, avenir. Or, depuis le 1er janvier, une réalité inédite s'est installée. Chacun des deux pays a interdit, sans exception, l'entrée de tout citoyen de l'autre sur son sol. Plus aucun visa, plus aucun passage. Les aéroports sont sous haute surveillance, les consulats fermés, les files d'attente aux frontières disparues. Washington clame haut et fort « Burkina Faso, c'est terminé ». Ouagadougou réplique « Les États-Unis, c'est fini ». Pourtant, derrière ces déclarations fracassantes, le dialogue secret reprend, presque comme si rien n'avait été brisé. Pourquoi cette obstination à maintenir un canal diplomatique quand tout paraît irrémédiablement rompu? La contradiction est saisissante. D'un côté, l'inimitié est affichée publiquement, les échanges officiels sont congelés. De l'autre, la diplomatie de haut vol s'accroche, comme si la rupture n'était qu'un théâtre. Prenons un exemple historique pour comprendre ce paradoxe. En 1962, lors de la crise des missiles de Cuba, les États-Unis et l'URSS étaient au bord de la guerre nucléaire. Les ambassades restaient ouvertes, les diplomates faisaient des allers-retours secrets, car même au plus fort de la tension, un canal de discussion pouvait éviter le pire. De la même façon, même quand les ponts semblent coupés, les grandes puissances savent qu'un dialogue discret est souvent la seule planche de salut. En réalité, ces gestes de rapprochement cachent des enjeux bien plus cruciaux. Ce n'est pas seulement une question d'honneur ou de façade. Ce qui se joue, c'est la capacité du Burkina Faso à défendre sa souveraineté, à protéger ses richesses vitales et à résister à toute mainmise extérieure. Chaque geste, chaque mot compte. La survie économique, la sécurité nationale, l'indépendance réelle du pays sont en jeu. Les puissances occidentales, en tête les États-Unis, refusent de laisser filer la moindre parcelle d'influence, surtout face à la percée de nouveaux acteurs comme la Russie ou la Chine. Prenons l'exemple du Niger, voisin du Burkina Faso. En 2023, la France a connu une rupture brutale avec ce pays après le coup d'État. Pourtant, l'ambassade française n'a jamais totalement cessé de fonctionner. Les discussions, bien que tendues, se sont poursuivies en coulisses pour négocier le retrait des troupes françaises, la protection des intérêts économiques, mais aussi pour éviter une escalade qui aurait pu déstabiliser toute la région du Sahel. Alors, pourquoi, malgré cette tension inédite, l'ambassadeur américain insiste-t-il pour garder la porte ouverte? Que veut véritablement Washington à Ouagadougou? Que cachent ces gestes diplomatiques derrière l'illusion de la réconciliation? Pour comprendre ce paradoxe, il faut plonger à la racine de la crise entre les États-Unis et le Burkina Faso. La rupture entre Ouagadougou et Washington n'est pas née d'un coup de tête. Elle découle d'une série d'incidents qui ont mis à nu les intérêts cachés des deux camps. C'est le fruit d'un enchaînement d'événements, de petites humiliations, de grandes méfiances, de coups de théâtre qui, additionnés, finissent par fissurer la confiance. La rupture diplomatique entre les États-Unis et le Burkina Faso ne trouve pas sa source dans de récentes interdictions de visa. Elle plonge bien plus loin, dans un événement charnière qui a fissuré la confiance déjà fragile entre les deux pays. Au printemps de l'an 2025, le général américain Michael Langley, chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, s'exprime devant le Congrès. Contre toute attente, il accuse le président burkinabé, Ibrahim Traoré, de corruption et de détournement massif de l'or national. Pour mesurer l'impact de cette déclaration, rappelons-nous comment, en 1986, l'administration Reagan avait publiquement dénoncé le régime du Nicaragua devant l'ONU. Cette stratégie de naming and shaming vise à isoler un adversaire en l'accusant de tous les maux. Mais souvent, elle produit l'effet inverse. La population se rallie autour de son dirigeant, perçoit l'attaque comme une insulte nationale, et la défiance envers l'Occident s'enracine. À Ouagadougou, la déclaration fait l'effet d'une onde de choc. Non seulement le gouvernement s'indigne, mais toute la région du Sahel ressent l'affront. Beaucoup y voient un acte d'ingérence, un écho amer des réflexes néocoloniaux
où les grandes puissances s'autorisent à juger et humilier les dirigeants africains. Jusqu'ici salué pour sa transparence et son intégrité, Traoré se retrouve brutalement mis en cause. L'absence de preuves publiques ne fait qu'attiser la colère. Les États-Unis cherchent-ils vraiment la coopération, ou veulent-ils discréditer un pouvoir africain qui leur résiste, pour préserver leurs intérêts stratégiques et économiques? La défiance s'installe. Mois après mois, la crédibilité américaine dans la région s'effondre. Les voix qui réclament l'indépendance vis-à-vis de l'Occident se multiplient. Le sentiment d'humiliation attise la méfiance. Pour le Burkina Faso et ses voisins, la relation est tout sauf équilibrée. Ce sont toujours les intérêts et jugements venus d'ailleurs qui imposent leurs lois. Derrière ce bras de fer, l'enjeu est immense. Permettre aux États africains de nouer des partenariats équitables, préserver leur souveraineté et surtout garder la main sur leurs ressources naturelles. Pour chaque citoyen burkinabé, c'est aussi la sécurité, la prospérité et la dignité du pays qui sont menacées. Devant ce choc, une question plane. Les États-Unis peuvent-ils vraiment recoller les morceaux avec le Burkina Faso? Dans les coulisses, Washington s'active pour limiter les dégâts. Mais la méfiance, elle, s'est installée durablement. Un parallèle frappant peut être fait avec la situation post-Genève de 1977, lorsque les pourparlers syro-israéliens avaient été rompus publiquement, mais que les émissaires secrets continuèrent de se rencontrer à Genève et à Vienne. Pourquoi? Parce qu'aucune puissance ne veut risquer de tout perdre, même quand la rupture paraît totale. Et si, derrière les sourires et les promesses américaines, se cachait un piège redoutable? Washington tend la main, mais que réserve vraiment cette offre au Burkina Faso? En mai 2025, un émissaire américain de haut rang atterrit à Ouagadougou. Il promet, la voix grave, un partenariat inédit. Appui militaire, coopération sécuritaire, suppression des restrictions sur les ventes d'armes. Pour un pays menacé, l'opportunité semble inespérée. Pour illustrer ce type de stratégie, rappelons-nous comment les États-Unis avaient, dans les années 2000, offert une assistance militaire massive au Pakistan en échange de sa participation à la guerre contre le terrorisme. Mais cette générosité, en apparence, avait pour contrepartie l'installation de bases américaines, le contrôle sur les opérations et une surveillance accrue des ressources stratégiques du pays. Mais cette générosité n'est pas sans contrepartie. Les États-Unis exigent que la lutte contre le terrorisme se fasse selon leurs méthodes, leurs renseignements et surtout leurs alliances. Qui tire alors les ficelles? La souveraineté du Burkina Faso vacille, enfermée dans un cadre dicté par l'étranger. Les coulisses révèlent vite le vrai dessein. Il ne s'agit pas seulement de stabilité. Washington veut empêcher la montée en puissance de la Russie et de la Chine au Sahel. L'objectif? Rester maître du jeu, verrouiller l'accès aux ressources, notamment l'or burkinabé, et écarter toute concurrence. Ce changement de ton américain est spectaculaire. Hier, la démocratie et la liberté étaient brandies comme boussole. Aujourd'hui, la logique est froide. Coopérons, mais selon les intérêts géopolitiques et miniers des États-Unis. Le Burkina Faso se retrouve réduit à un simple pion dans une rivalité mondiale. Mais jusqu'où accepter? En embrassant ces conditions, le Burkina Faso risque d'échanger une dépendance contre une autre. L'histoire est sans pitié. Les grandes puissances ne renoncent jamais sans retour à leur influence. Les richesses nationales, le choix des partenaires et même l'image du pays sont en jeu. Pour comprendre ce dilemme, souvenons-nous du cas du Chili sous Salvador Allende, au début des années 70. Les États-Unis, préoccupés par la nationalisation du cuivre, avaient multiplié pressions économiques, ingérence politique et appui secret à l'opposition pour garder la main sur les ressources stratégiques. Le pays avait fini par sombrer dans le chaos et la dictature. L'enjeu n'est plus seulement sécuritaire. Il s'agit désormais de défendre sa capacité à décider, à refuser la manipulation et à préserver l'intégrité de ses propres ressources. Derrière les négociations officielles, des tensions inédites agitent déjà les cercles du pouvoir à Ouagadougou. Le Burkina Faso devra-t-il sacrifier sa liberté pour garantir sa sécurité? Quand la confiance se brise, les promesses s'effritent. Les mots ne suffisent plus, les regards deviennent méfiants. Après la visite officielle des représentants américains au mois de mai,
Tout le monde attendait un changement concret. Pourtant, sur le terrain, rien. Aucune livraison, aucune restriction levée, aucune avancée visible. Les déclarations s'évaporent. L'attente se mue en frustration. Le doute s'installe. Au fil des mois, la crise s'aggrave. En octobre, puis en décembre de l'année 2025, Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche, impose des interdictions radicales sur les visas. Le Burkina Faso et ses alliés du Sahel répliquent aussitôt, orchestrant des mesures de rétorsion rigoureuses. Le blocage devient total, frontières fermées, circulation humaine et diplomatique presque à l'arrêt. Pour illustrer l'ampleur de ce blocage, rappelons-nous la crise de l'ambassade américaine à Téhéran, en 1979. Lorsque les relations diplomatiques sont rompues, la moindre discussion, le moindre transfert de personnes devient un casse-tête. Pourtant, même alors, des canaux secrets ont permis d'évacuer des otages et de négocier dans l'ombre. La tension grimpe, la suspicion s'infiltre partout. L'atmosphère est électrique. Chaque camp redoute les manœuvres de l'autre. Washington, heurté dans son orgueil, voit sa mainmise s'effriter. Le dialogue se transforme en duel, où chaque mot pèse lourd, chaque geste est disséqué. Mais contre toute attente, l'Amérique revient à la table des négociations. Pourquoi ce revirement soudain? Parce que Washington sent le sol lui échapper. La diplomatie américaine n'a plus le monopole. L'équilibre des forces s'inverse rapidement. Face à ce basculement, le Burkina Faso accélère la diversification de ses alliances. La Russie et la Chine s'imposent très vite comme fournisseurs majeurs d'équipements militaires. Avec leurs appuis, l'État burkinabé réduit sa dépendance à l'aide américaine et gagne une autonomie nouvelle sur la scène internationale. Ici, on retrouve une stratégie utilisée par l'Algérie dans les années 60. Pour échapper à la tutelle française et américaine, Alger s'est tourné vers Moscou, puis vers Pékin, obtenant une aide militaire et économique substantielle. Cette diversification a permis au pays d'asseoir son indépendance, mais a aussi généré de nouveaux défis, notamment la nécessité de jongler entre plusieurs partenaires aux intérêts parfois contradictoires. Jamais l'enjeu n'a été aussi limpide. La perte totale d'influence américaine dans la région, la marginalisation progressive de Washington et la liberté retrouvée pour le Burkina Faso de choisir ses partenaires. Pour la population, cette lutte touche à la sécurité, à la souveraineté, à la possibilité de rompre enfin avec la logique d'ingérence. Dans cette tempête, une question s'impose. La rencontre du 28 janvier sera-t-elle un nouveau départ sincère ou une ultime illusion, un baroud d'honneur américain face à une Afrique qui affirme désormais ses choix? Les regards sont désormais tournés vers Ouagadougou. L'issue de la rencontre pourrait bouleverser l'équilibre régional, mais rien n'est encore joué. Comment faire pour que l'Afrique ne soit plus seulement l'objet, mais devienne l'acteur principal de ces alliances? Cette question, mise à nu par la crise entre les États-Unis et le Burkina Faso, dépasse de loin un simple désaccord diplomatique. Elle interpelle tout un continent en quête de souveraineté réelle. Première leçon tirée du bras de fer actuel. La diplomatie burkinabé a posé 3 exigences claires pour toute coopération. D'abord, le respect mutuel. Ensuite, la sincérité dans les échanges. Enfin, l'engagement pour un partenariat durable. Ces principes, simples en apparence, sont la base d'une relation équitable. Prenons l'exemple du Rwanda, après le génocide de 1994. Kigali a refusé toutes les aides conditionnées, préférant s'appuyer sur des partenariats acceptés selon ses propres critères. Cette stratégie a permis au pays d'imposer le respect de ses règles, d'investir dans l'éducation, la santé et de devenir aujourd'hui un modèle en Afrique de l'Est. Mais l'essentiel, c'est que chaque alliance n'a de valeur que si elle sert d'abord les intérêts nationaux. Les grandes puissances, que ce soit les États-Unis, la Chine ou d'autres, avancent toujours pour défendre leurs propres intérêts. Elles n'hésitent pas à imposer leurs règles, quitte à piétiner la souveraineté africaine. Accepter un partenariat déséquilibré, c'est s'enfermer dans une dépendance dangereuse. Refuser les conditionnalités imposées ne signifie pas s'isoler. Au contraire, cela veut dire multiplier les alliances, diversifier les options et défendre une souveraineté économique et politique. Il faut savoir dire non sans craindre les menaces et accepter ce qui sert vraiment le pays,
sans se laisser piéger par des promesses illusoires. Le Burkina Faso montre qu'il est possible d'imposer ses propres termes, à condition de rester uni, lucide et ferme sur l'essentiel. Si l'Afrique tient une position commune et refuse d'être divisée, elle peut gagner le respect qu'elle mérite. Pour concrétiser cette ambition, 3 étapes sont essentielles. Premièrement, renforcer l'intégration régionale. L'Union africaine, la CEDEAO ou encore l'UEMOA doivent devenir des plateformes de négociation collective, capables d'imposer un rapport de force plus favorable face aux puissances extérieures. Deuxièmement, investir massivement dans l'éducation et la formation, car une population instruite et critique est la meilleure arme contre la manipulation et la dépendance. Troisièmement, promouvoir la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des ressources naturelles pour couper court aux ingérences et aux détournements. Ce qui se joue ici va bien au-delà de la diplomatie. Il s'agit du droit à un développement autonome, à une diplomatie respectée et à une fierté retrouvée. C'est la possibilité de reprendre le contrôle sur ses ressources, son image et son avenir. En somme, cette confrontation avec les puissances occidentales rappelle une vérité brutale. Rien ne se donne, tout se conquiert. Les Africains peuvent imposer leurs intérêts, à condition de rester vigilants, stratégiques et solidaires. La suite dépendra de la capacité des États africains à transformer cette prise de conscience en actions concrètes. Quels leviers peuvent-ils activer pour changer la donne? Voici quelques pistes. D'abord, établir des agences nationales de contrôle des investissements étrangers, pour garantir que chaque projet profite réellement à la population locale. Ensuite, négocier des contrats miniers et pétroliers plus transparents, en s'inspirant du modèle norvégien où chaque citoyen peut consulter en ligne les revenus tirés du pétrole. Enfin, encourager l'entrepreneuriat local et l'industrialisation, afin de ne plus exporter uniquement des matières premières brutes, mais de créer de la valeur ajoutée sur place. La souveraineté n'est pas un concept abstrait, ni un slogan à brandir dans les discours officiels. C'est une exigence quotidienne, un choix concret qui pèse sur chaque citoyen, chaque responsable, chaque génération. À chaque crise, comme celle que traverse aujourd'hui le Burkina Faso, il faut décider, rester maître de son destin ou céder, parfois sans bruit, à la pression des grandes puissances déguisées en alliés. La récente tension avec les États-Unis a mis en lumière une réalité troublante. Derrière les promesses de coopération, il y a toujours des intérêts cachés. L'Afrique, et le Burkina Faso en particulier, ne peut plus se permettre l'aveuglement. Face aux enjeux stratégiques, ressources, sécurité, alliances, l'heure n'est plus à la naïveté ni à la complaisance, mais à la lucidité et à l'affirmation de soi. L'autonomie ne se construit ni par l'affrontement systématique, ni par la méfiance perpétuelle, mais par la capacité à négocier avec fermeté. Refuser les injonctions, protéger nos ressources, écrire notre propre histoire, voilà le véritable défi. Se contenter de slogans ou de partenariats de façade, c'est accepter de retomber dans la dépendance, sous de nouveaux masques. Ce choix ne se limite pas à l'opposition sécurité-développement. Il s'agit d'une question de contrôle sur nos matières premières, nos alliances, notre avenir. Laisser d'autres décider pour nous, c'est renoncer à la promesse d'un futur souverain et prospère. Mais attention, tourner le dos à l'ancien ordre sans construire de réelles alternatives, ce serait simplement changer de tuteur. La souveraineté ne tombe pas du ciel, elle se bâtit, pas à pas, exigeant transparence, vigilance et courage politique. L'isolement n'est pas une solution. Seule la construction patiente de notre autonomie collective permet d'éviter les pièges de la domination. Chacun, à son niveau, doit refuser la résignation et questionner les discours rassurants. Exiger une diplomatie claire, fondée sur le respect mutuel et la défense de nos intérêts, devient essentiel. Le vrai enjeu, c'est d'échapper au mirage du court terme pour bâtir une souveraineté solide, à l'abri des peurs et des dépendances. Pour clore, imaginons un scénario. Dans 5 ans, le Burkina Faso a réussi à s'imposer comme un acteur incontournable du Sahel, jouant habilement sur la concurrence entre puissances et devenant le moteur d'une intégration régionale renforcée.
Les universités burkinabais forment une nouvelle génération de diplomates, aguerris aux subtilités des négociations internationales. Les ressources nationales sont valorisées localement, créant des milliers d'emplois et stimulant la croissance. L'influence américaine, chinoise ou russe n'est plus subie mais négociée, selon des termes définis à Ouagadougou, non plus à Washington ni à Moscou. Rien n'est jamais acquis, mais chaque pas compte. Vigilance, lucidité, courage. Telles sont les garanties d'un avenir où le Burkina Faso, et avec lui toute l'Afrique, pourra enfin tenir la plume de son propre récit. La souveraineté n'est pas un mot d'ordre, c'est un engagement, ici et maintenant.